Bienvenue dans le podcast de Digital Collège. On accueille aujourd'hui Walé. C'est un entrepreneur, start-upper accompli. Il a un super parcours. Je suis ravie de vous le présenter et plutôt que de vous teaser, je vais directement le poser la question. Walé, est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir, merci de me recevoir Rose. Je suis ravi d'être là, près du dojo. Je m'appelle Walé, j'ai 42 ans, je suis entrepreneur depuis, l'âge de mes 28 ans. En 2011 où j'ai monté une boîte. Je suis un passionné, d'audiovisuel, de culture, de médias et de communication et du coup, j'ai fait beaucoup de choses ces 20 dernières années et aujourd'hui, après avoir revendu ma boîte, je me consacre, à l'investissement, à la philanthropie et à ma famille et ça, c'est dans le désordre. Ouais, c'est ce que j'allais dire, faut pas qu'ils arrivent en dernier. Alors, c'est quoi la boîte que tu as revendue? Parce que tu passes, comme ça un peu rapidement. Bon, enfin, c'est pas rien, ce que tu as réussi à créer. Dis-nous en plus. Tout à fait, merci. J'ai monté en 2011 une agence de communication qui s'appelait Derwin, à Paris et qui ensuite a ouvert des bureaux à Berlin, qui était spécialisée dans la communication sur les réseaux sociaux. Initialement pour les marques médias, donc qui a eu la chance de travailler sur des séries comme Bref, France Télé, Canal+. Un des faits d'armes de cette agence, c'est d'avoir, géré le compte Netflix, de 2014 en France jusqu'en 2024, donc pendant 10 belles années et aussi travaillé avec Google, YouTube, Spotify, BMW, L'Oréal et plein de belles marques. Donc c'était une agence indépendante jusqu'à ce que je la revende aux équipes de Media Monks/Monks en 2020 et j'en ai quitté la direction, France en 2023. Comment on fait, pour, créer une agence de com, alors qu'il en existait, plein sur la place parisienne, et comment on fait pour aller capter d'aussi belles marques? Alors la réalité, c'est que je pense qu'il y a entre 700 et 1000 agences qui se créent tous les ans et entre 700 et 1000 agences qui meurent tous les ans. OK, Donc c'est un en marché, espérant que ce soit pas les mêmes. tu connais Harry des 3 ans quoi, pour les entreprises, qui se créent. Donc ce qui permet, de mon expérience, de créer une marque et une entreprise qui est pérenne, c'est d'avoir une expertise, un positionnement qui soit clair, qui soit tenu, d'avoir un produit ou un service qui est unique ou innovant. Moi, c'est ce qui m'a permis effectivement de percer. J'étais un expert de l'audiovisuel qui a décidé d'appliquer, la créativité audiovisuelle au monde des médias sociaux et ça, pour l'univers des médias. Donc en gros, j'ai apporté de la valeur dans un écosystème que je maîtrisais bien. Je connaissais déjà des clients. J'étais super créatif, très engagé et j'ai fait ça à un moment où l'industrie du social media démarrait. Donc je suis arrivé, comme un first mover, donc ou un early adopter, ce que tu veux, c'est des Mmh. anglicismes. Mais vraiment, je me suis positionné très tôt sur l'innovation, très tôt sur la créativité et j'ai aussi été très agressif sur la communication. Le fait d'être visible, d'être une marque nouvelle, mais désirable et connue, ça m'a permis effectivement d'attirer des clients et d'être dans une démarche où les annonceurs venaient me voir et non pas, moi qui démarchais. Donc Le 1er client? le premier client, alors on dit généralement qu'il ne faut pas quitter ton job si tu as pas le premier client. Je suis pas sur les généralités, donc moi j'ai quitté mon job précédent chez Buzzman sans avoir mon premier client et le premier client, c'est quelqu'un qui était, à l'école avec moi, donc OK. ça tombe bien pour les étudiants qui sont ici. C'est pour ça que c'est important de nouer de De bonnes rester relations exactement, dès le début. clairement et puis c'est résulté dans sa promo, la promo d'au-dessus, la promo d'en dessous, voilà et Les le alumni. l'annuaire des alumni, tout à fait et donc du coup, un camarade de promo bossait chez Canal, il s'appelle Gilles et il a lancé une série qui s'appelle Bref et mon premier client, ça a été Canal+ Bref, grâce à Gilles qui a cru en mes idées. C'était pas n'importe quel alumni quand même, hein? Ouais, c'était pas n'importe quel programme. Et du coup, c'est ce qui t'a permis, de percer et de façonner quelque part ton expertise? Tout à fait. En fait, j'ai eu la chance, en tout cas, j'ai créé cette chance d'avoir ce programme sur lequel j'ai pu travailler, accompagner pendant toute la saison, qui était un programme extrêmement vu. C'était le hit du moment et puis ça c'est revenu, 10-12 ans plus tard, donc c'est assez cool. On voit le potentiel, la qualité de la marque qui a été créée à ce moment-là par une très bonne agence et par surtout des très bons éditeurs et un très bon diffuseur. Et donc du coup, le fait de travailler sur une marque qui était très visible en premier client, ça a eu un effet d'interaction sur d'autres clients. Donc ensuite, France Télé, M6, le groupe TF1 sont venus nous voir au vu du travail qu'on avait déjà fait et sur lequel on avait fait beaucoup d'autopromotion aussi. On s'était assuré que les gens savaient qui était derrière ces projets-là. Donc l'idée d'appliquer le marketing à soi-même, Alors c'est quand même justement, important. c'est plutôt rare qu'une agence de com fasse, beaucoup de com sur elle-même au moment où tu le fais. Je pense que j'ai été formé moi à l'école Buzzman, qui est une agence qui travaille beaucoup, beaucoup sa communication et moi j'étais même en charge de la communication de cette agence-là quand j'y étais. Donc je pense que j'ai pris le pli de me dire, il faut savoir faire et faire savoir. Tu vois? Ce yin et le yang là pour l'entrepreneur, pour il est important. Si tu développes une expertise, un savoir-faire qui est hyper fort, hyper pointu, hyper, reconnu, c'est bien, mais si personne ne le sait, c'est du gâchis, non? Mmh. Je suis bien d'accord avec toi.
Je te reprends sur une formule que tu as dit, tu parles pas de réseaux sociaux, tu parles de médias sociaux et je crois que tu es un peu le seul à le dire de cette façon-là. Pour quelle raison? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on voit que la place que prennent les plateformes sociales, je vais employer un 3 terme, dans l'influence que ça a, c'est très proche des médias. Donc il y a eu plusieurs mouvements. Il y a eu d'abord eu, les médias traditionnels qui ont refusé d'aller sur les médias sociaux, sur les plateformes sociales, puis qui sont, allés massivement aussi aidés par les plateformes, donc Facebook, qui aidait beaucoup les médias, sur cette plateforme-là et puis maintenant on voit que, d'une certaine manière, certains comptes sur les réseaux se substituent en termes de puissance ou d'influence aux médias traditionnels. Donc je trouve que le mot médias sociaux, du coup, il raconte bien cette histoire de place et de pouvoir qu'ont les plateformes Facebook, Google, LinkedIn, Instagram, TikTok, Weibo dans d'autres pays, en termes d'influence, sur, le peuple. Qu'est-ce qui fait que quand on a un beau bijou comme Darwin, on décide de le vendre? L'envie d'autre chose, je pense qu'il faut s'écouter. 2 ans à la tête d'une entreprise, en passant de 0 à 120 salariés, c'est une aventure qui est, fabuleuse mais énergivore. Je pense qu'on le sent en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse quand, il est l'heure de raccrocher les crampons. Un peu comme un athlète, qui se dit: «Je vais pas faire la saison de trop». Donc moi, je pense que je l'ai ressenti. J'avais le sentiment d'avoir accompli, quelque chose, de positif et j'avais pas envie, d'aller le lundi matin avec la boule au ventre en me disant: «Pff, ça m'ennuie». Je crois vraiment qu'au moment où le dirigeant, la dirigeante n'a plus l'énergie, comme il ou elle est responsable de beaucoup, de ses salariés, de ses clients. Je pense qu'il faut vite se poser la question de: «Est-ce que tu es encore la motivé et est-ce que tu es encore la bonne personne?» À partir du moment où tu considères que tu es plus la bonne personne ou que tu as même le doute de: «Est-ce que je suis la bonne personne?» Il faut commencer à réfléchir à un plan B, quoi. Donc, je pense que c'est ce qui s'est produit pour moi au moment où j'ai eu 40 ans. D'accord, intéressant. C'est la crise entrepreneuriale de la quarantaine. Ouais, double crise du coup, double Teddy School. OK et aujourd'hui, du coup, tu es passé investisseur, philanthrope, qu'est-ce que tu fais exactement? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que Wallet investit dans une boîte? Alors je cherche l'impact. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je pense qu'on est dans un monde qui est difficile, 2025, confirme ça entre les guerres, les génocides, les élections, présidentielles américaines, les aides, enfin vraiment en père de famille, je trouve ça très, très dur de rester insensible à ce qui se passe dans le monde entier. Donc je cherche de l'impact, quoi. Je pense que chacun on est 6 à 8 milliards d'êtres humains sur cette, planète. Chacun a une part de la solution en lui, à son niveau. Donc moi, je peux investir et aider des projets, qui manquent de financement, mais qui veulent rendre le monde meilleur. Donc à mon niveau, je peux faire ça, donc j'essaie de le faire, notamment dans les médias, tu vois? Donc je travaille avec les équipes de Bouscapé. J'ai rejoint les équipes de Bouscapé en tant qu'investisseur il y a un peu moins d'un an, parce que c'est un des plus gros médias qui parle des quartiers populaires et qui parle à la jeunesse, qu'il y en a peu, que l'écosystème médiatique, il est dur et donc du coup, avoir des investisseurs qui accompagnent, le développement, la stabilisation et la pérennité d'un média comme, Bouscapé, pour moi, c'était important. Je suis aussi assez engagé, dans la lutte anti-RN ou FN. Donc l'extrême droite, ça me terrorise. Je trouve que c'est catastrophique, pour l'humanité. C'est-à-dire qu'on n'a pas bien appris nos cours d'histoire aussi, quand on voit ce qui s'est passé au siècle précédent. Donc j'accompagne, aussi, un média qui s'appelle Street Press, qui fait un super boulot, Non. d'enquête, vraiment des très, très bons journalistes, menés par Joe et Mathieu. Voilà et je j'investis aussi dans un fonds qui s'appelle Impact Film, qui, produit des œuvres progressistes, donc qui essaie de résoudre en partie les inégalités dans la représentation au cinéma. On voit peu de femmes, on voit peu de gens noirs, arabes, asiatiques, on voit peu de gens en situation de handicap, on parle peu de la ruralité. Donc du coup, ce qui nous intéresse, c'est de changer les récits parce que je pense que ce que tu vois au cinéma ou à la télévision, ce que tu consommes te forge, en tout cas nourrit ta vision du monde et donc du coup, si on a une vision du monde qui est très réduite ou très, passéiste ou réactionnaire, genre traditionnel, de la France d'avant, bah, ça a une incidence mauvaise sur le ciment social et le ciment de la société française. Donc nous, on essaye de faire en sorte de recréer du ciment, de représenter tout le monde, de raconter des belles histoires, et de faire en sorte qu'elles soient vues par le plus grand nombre de personnes possible. Est-ce qu'il est possible, d'allier, justement, investissement, et valeurs? Tu l'assumes pleinement, tu es anti-RN, on a un point commun, Des fous. on lutte, contre l'extrême droite, mais justement de l'afficher pleinement, jusque même tes investissements,
quand d'autres, le font d'ailleurs pour le RN, hein, dans l'absolu. Et avec beaucoup de fonds. Comment, est-ce qu'on est-ce qu'on a des mauvais retours? Est-ce qu'on a justement des attaques qui sont ciblées? Non, moi, je pense que je suis pas une figure publique, Ouais. donc ces investissements-là, j'en suis fier, je le fais. Je pense qu'il y a un sujet d'alignement avec soi-même et je pense que plus on vieillit, plus on a envie d'être aligné avec, ce qu'on croit, ce qu'on fait et donc du coup, les anglo-saxons utilisent la formule, «Put your money where your mouth is», tu vois? D'investir et d'utiliser ton argent, comme comme tu le penses juste, tu vois? C'est vraiment ça. Si tu crois en quelque chose, ben, investis dedans, quoi. Moi, en tout cas, c'est une preuve que je peux avoir de mon implication. C'est-à-dire que dans 10, 15, 20 ans, quand mes filles, auront une vingtaine d'années, qu'elles me diront: «Qu'est-ce que tu faisais, dans les années 2025 qui était peut-être une période sombre de l'histoire française?» Je pourrais leur dire: «Bah, j'ai fait ça. J'ai fait des actions de communication, j'ai aidé des ONG, j'ai aidé des médias, j'ai essayé de faire en sorte que la vague brune, n'arrive pas, que les gens comprennent» et donc, mmh moi, je n'accepte pas de me dire que j'ai rien f que je ne fais rien Mmh. ou que j'ai rien à faire, que je peux le faire, tu vois? On a tous, comme je disais, une forme de pouvoir à son niveau, à son échelle, super local, micro local, sa famille, les institutions, son boulot. Moi, j'ai utilisé ma boîte comme un endroit, d'expression, de mon combat contre, les inégalités. Donc je pense que j'ai été chez Darwin et Media.Monks, une des premières boîtes à avoir mis en place le congé menstruel. Tu vois? Parce que ça a été proposé par une de nos collaboratrices, Lou, qui a dit: «Mais en fait, c'est archi dur, l'endométriose, ça touche beaucoup de femmes en France, on n'en parle pas. Vous, entreprise Darwin Media Monks, vous vous dites progressiste. Est-ce qu'on peut mettre ça en place?» Ben, on a testé, c'est dur, on a testé, on a vu que ça marchait sur un département et ensuite on a déployé sur l'ensemble de l'équipe. Donc, je crois fondamentalement que croire en quelque chose, c'est avoir des preuves de ça. Donc du coup, pour moi qui est, désormais plutôt un investisseur et un conseiller, ne pas le faire, c'est, être hypocrite, quoi. Donc il y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. C'est un peu pareil, en fait, avec les valeurs. Il y a pas de valeurs sans mise en pratique, en fait, de ces valeurs. Je pense qu'il y a pas d'engagement, il y a que des preuves d'engagement. Très bien dit. Heu, tu parlais, justement de ces engagements et le sentiment quand même que tu as l'envie de développer le sens critique, tout cet impact. Hem, est-ce que, tu tu investis dans le cinéma? On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, dessus. Hem, qu'est-ce qui est le déclencheur de tout ça? En fait, j'investis dans ce que je comprends et dans ce qui me parle. Il y a aussi une vision très personnelle. Donc, moi, je suis un homme de médias, donc télévision, culture, entertainment, de communication et d'impact. Donc, je cherche des projets qui sont dans cette intersection-là. Donc, parfois plus engagement que culture, parfois culture, plus culture qu'engagement. Donc, je suis un peu dans cet écosystème-là, quoi, dans ce triangle-là, et je scie dans cet écosystème-là. Et après, je passe aussi beaucoup de temps à mentorer, des entrepreneurs, des entrepreneuses, issues des minorités en France, qui sont sous-représentées, dans l'entrepreneuriat et je crois vraiment que c'est une des forces, tu vois? La force politique, la force publique, la force éducationnelle sont d'autres forces en France. Mais moi, je m'intéresse à comment est-ce que je peux donner de la force et aider, des entrepreneurs, des entrepreneuses qui, ont pas assez d'aide, quoi, sont pas assez entourés et qui, pourraient cartonner s'ils sont bien aidés. Donc beaucoup effectivement d'engagement, dans cet écosystème-là. Comment tu vois les prochaines années? Est-ce que, l'objectif, c'est de faire grossir un peu, tes, investissements, de créer, pourquoi pas, un incubateur? Parce que tu fais du mentorat. Est-ce qu'au contraire, tu te dis: «Bah, je n'en ai aucune idée et je verrai, les opportunités quand elles se présenteront»? Tu te positionnes comment? En fait, moi, je veux continuer d'apprendre. Je pense que je suis un curieux éternel, que là, je fais une petite pause, après avoir, revendu la boîte parce que j'en ai vraiment besoin et ça me fait plaisir. Donc, je continue d'aller dans tout ce qui nourrit ma curiosité. Donc, je j'ai pas un schéma, préétabli. Je prends le temps de réfléchir. Je prends le temps de passer du temps en famille parce que j'en ai, beaucoup sacrifié, et beaucoup sacrifié pendant que je bossais dur dans la boîte, hein, ce qui est malheureux, mais j'essaie de rattraper ça, même si c'est pas toujours facile de rattraper le temps perdu. Donc je vais aller dans tout ce qui me nourrira, me fera grandir. Donc moi, je passe des décennies. Donc j'ai passé 10 ans dans les médias, 10 ans dans la communication et là, j'ai l'impression d'ouvrir une nouvelle décennie, qui sera peut-être polythématique, tu vois? J'ai fait une thématique, une thématique. Là, je vais peut-être osciller entre les 2, travailler clairement plus avec le Nigeria, qui est un pays
dont je suis originaire, dont ma famille est originaire. Donc, il y a tout cet écosystème-là qui m'intéresse, de culture entre la France et le Nigeria, d'engagement politique, de social. Donc voilà, je pense que c'est ça, mais vraiment avec une notion de dire comment est-ce qu'on rend le monde meilleur, quoi. Moi, je suis privilégié et la notion de give back, de dire comment est-ce que tu peux contribuer à rendre le monde, moins pire qu'il n'est, est importante pour moi et pour ceux qui m'entourent. On a parlé pendant des années de RSE, maintenant on parle beaucoup d'impact. Peut-être parce qu'on a compris que parfois la RSE c'était du bullshit. Mais du coup, on commence à avoir aussi cet aspect-là où on a le sentiment que des entrepreneurs, une fois qu'ils ont leur projet, commencent à essayer de greffer un impact pour rendre un peu, plus attractif pour, les investisseurs leur projet. Moi j'ai posé le la question différemment. Tu as vu, il y a tout un ensemble de jeunes, en fait, qui aspirent à créer, à devenir entrepreneurs ou start-upers. Comment on peut, heu, au démarrage de son projet justement, heu, sans vouloir faire du greenwashing ou du, impact, washing, comment on peut véritablement se poser et ajouter de l'impact à son projet? Parce que parfois, on a le sentiment que, on est là juste pour faire du business et qu'on se sent un peu presque obligé, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de valeur, hein, mais ce qui veut dire qu'on a du mal à transformer ça dans le cadre d'un business. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil par rapport à ça? C'est un équilibre qui est difficile entre, la difficulté de monter une entreprise, une start-up, de la rendre pérenne au-delà de 1 an, 2 ans, 3 ans, sur le long terme, c'est difficile et les engagements, sociaux, climatiques et sociaux sont aussi des engagements, qui nécessitent parfois de faire des sacrifices ou plus de recherche, qui, empêchent de, tomber dans la facilité. Hem Ce que je trouve pas mal aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal d'incubateurs qui, travaillent sur ces questions-là. Mmh. Heu, Parce que moi, je suis partisan de l'impact, qui génère du profit. Je fais de la philanthropie ou je fais de l'investissement, mais je fais plutôt de l'investissement dans des sujets à impact qui, pour moi, doivent être autonomes financièrement. Donc pour moi, il y a un modèle économique qu'on est tous en train de chercher, qui est une super du coup opportunité, qui est comment est-ce qu'on combine rendre le monde meilleur, en même temps, pouvoir, se payer et avoir une entreprise, pérenne et qui, se développe. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que pas beaucoup de personnes ont la solution. Je pense qu'elle existe fondamentalement. Tu vois, des marques comme Patagonia, il n'y en a pas assez. Ouais. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un Patagonia par industrie, Oui, par secteur, par par secteur? indication. Et c'est énorme. Est-ce qu'il y en a? Non. Non. Donc moi, je pense que ce que je trouve intéressant, c'est que dans la réflexion, de stratégie et de segmentation de positionnement de sa boîte, ça peut être une manière de se dire: «OK, comment est-ce que je suis l'acteur, engagé, social de cette industrie-là qui est celle qui m'intéresse?» Et potentiellement, il y a un marché pour ça. Et justement, comment on peut, faire en sorte que plus d'entrepreneurs, soient sincères en réalité dans leur engagement? Parce que je crois que tout part de là en réalité, et qu'aujourd'hui, c'est presque, un slide obligé, dans son pitch, lorsqu'on a, des investisseurs en face. Comment on fait en sorte de susciter cela sincèrement, en termes de réflexion pour, les start-upers? On peut pas contraindre les gens à être sincères, hein, malheureusement, ou plutôt heureusement. Hem, il y a 2 choses, je pense que, tenir en, comment dire? Donne-moi une seconde. Hem, quand on s'engage sur un projet en tant qu'entreprise ou individu, ce qui est important, c'est de tenir sur la durée et donc du coup, je pense que c'est le rôle de chacun, que ça soit les salariés, que ça soit les investisseurs, que ça soit les associés, de s'assurer que les engagements même si c'est qu'une slide, en fait, si c'est une slide qui dit, «D'ici 2030, on aura réduit de 15 j'en sais rien, notre usage du papier», c'est peut-être petit, mais ce qui est important pour moi, c'est que si on définit une direction et un engagement, qu'on s'y tienne. Donc du coup, c'est le rôle de tout le monde dans la société, les médias critiques, les gens en interne, le CSE, les associés, les partenaires, ou les clients, de se dire: «OK, vous êtes engagés là-dessus, est-ce que vraiment c'est exécuté?» Et si ce n'est pas le cas, bah, tu as peut-être, une motion de censure en interne, tu as peut-être des clients qui vont dire: «Bah, vous respectez pas vos engagements, du coup, on va peut-être changer». Parce qu'on voit qu'à l'inverse, aujourd'hui, tu vois, l'État américain coupe des contrats de gens qui s'engagent. Et donc du coup, pour moi, c'est notre rôle à tous de s'assurer que les engagements qui sont pris, au niveau entreprise, mais aussi politique, sont des promesses qui sont faites, soient tenues. Donc pour moi, c'est ce qui est le plus important.
Si la personne n'est pas sincère, mais qu'elle respecte quand même les engagements, moi je prends. Non, mais c'est belle philosophie, hein. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à des jeunes entrepreneurs qui se lancent? De s'épanouir, de bien s'entourer. Vraiment, je crois fondamentalement qu'une des choses qui m'a le plus aidé dans mon aventure entrepreneuriale, c'est le board de conseil que j'ai eu. Donc en gros, j'ai demandé sympathiquement à 5 experts et expertes qui étaient plus seniors que moi, qui avaient plus d'expérience que moi, de m'accompagner dans le management et le pilotage d'une entreprise, que ce que j'avais jamais fait. Donc ces 5 entrepreneurs-là m'ont aidé, m'ont accompagné pendant 3 4 ans dans, les ups et les downs, dans les bons moments et les moments terribles. Où ils ont été des conseillers sur qui j'ai pu me reposer et à qui, dont j'ai pu apprendre beaucoup de choses et qui m'ont évité beaucoup de galères. Donc je crois vraiment que ce modèle-là de collaboration avec, des gens qui ont de l'expérience, c'est extrêmement vertueux. Celui qui a réussi, qui a fait, qui a appris, il est souvent content de transmettre pour éviter que l'autre fasse l'erreur qu'il a déjà commise, et celui qui est dans la phase d'apprentissage, bah, il a tout à gagner à s'éviter des erreurs et à gagner du temps en reproduisant pas des erreurs. Donc je crois vraiment que ce schéma-là est hyper vertueux et il n'existe pas assez, quoi. Tu vois, ce côté intergénérationnel, de dire que peut-être les alumni d'il y a 5 ans vont aider ceux d'aujourd'hui, c'est hyper vertueux, quoi. Donc ça pour moi, c'est ce que je leur souhaite, de trouver, des bonnes personnes pour les conseiller, parce que ça rend moins lourde la charge de l'entrepreneuriat. Merci infiniment, Walé. Merci à toi, Rose.